introduction à l'approche psychanalytique des groupes. Du coup, ça permet de pouvoir étudier le groupe en psychologie et quelles sont du coup les résistances, défenses à cette approche groupale. Les raisons d'étudier le groupe sont à la fois théoriques, cliniques et pratiques. Donc les raisons théoriques. Les groupes exercent une double fonction. Donc une fonction anthropologique, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction collective civilisatrice. C'est par le groupe que se transmettent les interdits fondamentaux. Donc ça, c'est la fonction anthropologique. Comment fonctionne l'intériorisation des interdits fondamentaux qui nous permettent de vivre ensemble. Et du coup, la vie collective suppose cette intériorisation par chacun. Ces interdits sont l'inceste, le meurtre et le cannibalisme. Comment chaque sujet va-t-il les intérioriser? Le processus de civilisation reposant sur cette intériorisation. Donc on reprend le modèle freudien de Totem et Tabou. C'est un ouvrage qui développe la pensée de Freud sur cette intériorisation, donc l'intériorisation des interdits. Le groupe est l'opérateur du processus civilisationnel et on a tendance à oublier que le groupe est ce par quoi se transmettent donc ces interdits-là. Et du coup, par groupe, on entend le groupe familial et plus généralement le groupe d'appartenance. Donc ça, c'est pour la fonction anthropologique, la fonction civilisatrice avec les interdits fondamentaux. Ensuite, on a le groupe qui a une fonction identitaire, c'est-à-dire qui protège chacun de la solitude, de l'isolement, de la détresse et de l'angoisse. Donc c'est le groupe qui assure, qui soutient le développement psychique du sujet. Le sujet ne se construit pas tout seul. Et donc au-delà de cela, le groupe soutient nos processus de pensée. Nous pensons toujours avec l'autre et contre l'autre. C'est-à-dire que la pensée se développe en référence à la groupalité. Donc c'est par rapport au groupe qu'on va construire notre schéma de pensée. Que ce soit avec un groupe qui est en accord avec nous ou un groupe qui est en désaccord. Donc à travers l'autre. Parce qu'on ne se construit pas tout seul. Le groupe nous donne des appartenances, donc nous sommes liés à plusieurs groupes. Une grande partie de notre identité est liée à ces appartenances. Les groupes sont aussi des lieux d'affiliation. Donc lorsqu'un ado, par exemple, engage un mouvement de différenciation, de séparation par rapport à son groupe d'appartenance primaire, il va s'affilier à un autre groupe. Donc ça peut être, il va s'affilier au groupe des amis, un groupe social, culturel, politique ou une bande, etc. C'est un moment clé du processus adolescent. Donc c'est vraiment le détachement du groupe primaire, qui est celui de la famille ou celui dans lequel on a été éduqué. Donc le groupe permet de penser les rapports entre les filiations parentales, donc filiation, et les affiliations, et de se situer dans une génération. Donc nous entrons dans le groupe notamment dans la recherche de confirmation de nos idéaux. Les groupes s'organisent dans la mobilisation de nos instances idéales. C'est-à-dire que le groupe se construit pour sa plus grande part dans une recherche du même. Du coup, on va rentrer dans un groupe qui va plutôt penser comme nous, car on y cherche un écho de son moi idéal. Donc le moi idéal, ça reflète un peu le narcissisme, l'archaïque, c'est-à-dire que c'est un groupe qui va être basé sur une bonne ambiance avec des affinités. Donc plus on va avoir des affinités, donc plus les personnes on va avoir des points en commun, donc il y a une recherche du même, et du coup c'est un peu cette idée d'appartenance au groupe. Et donc c'est en fonction du moi idéal. Et enfin, en fonction et de son idéal du moi, c'est-à-dire que l'idéal du moi, c'est l'instance qui est construite plus tardivement dans le développement. Elle est plus élaborée et du coup, ça va être les groupes basés sur des projets. Donc le moi idéal, c'est un peu ce truc qu'on a envie d'atteindre. Et l'idéal du moi, c'est quelque chose qu'on va construire dans le temps. Donc il y a aussi la question du statut, de la différence dans le groupe. C'est-à-dire il y a toujours dans un groupe un fond de fantasme unaire, c'est-à-dire le fantasme qui organise les membres d'un groupe, qui est celui de faire un. C'est-à-dire, plus il y a une volonté du groupe de ne faire qu'un, plus il y a une certaine violence contre la différence. Donc plus les membres du groupe sont organisés selon une instance du moi idéal, plus cette instance-ci prévaut, et donc plus le groupe s'organise selon un fantasme unaire, moins les différences y sont tolérables et acceptables. C'est-à-dire, on va définir un idéal, et le groupe va s'organiser autour de cet idéal. Et tout ce qui va être à l'extérieur de cet idéal va être rejeté. Donc du coup ça c'est pour la partie, c'est pour la fonction identitaire, car le but c'est aussi la protection de l'individu. Et du coup on peut dire qu'il y a une limite, il y a une limite à la fonction civilisatrice du groupe, car la violence peut y intervenir, peut y revenir. Quand on n'y supporte pas la différence en raison du fantasme unaire. Donc fantasme unaire c'est la volonté de ne faire qu'un. Unaire pour un. Donc les raisons cliniques. Donc le groupe est l'instrument thérapeutique et socio-éducatif le plus utilisé dans de nombreuses institutions.
Sur le plan de la pratique psychothérapeutique, le groupe est une médiation. C'est un moyen de traitement de plus en plus utilisé, notamment pour les sujets qui ne peuvent pas bénéficier d'un traitement individuel. Donc l'extension des précarités, des addictions, des pathologies narcissiques et surtout l'accroissement des troubles de la symbolisation conduit à recourir au groupe, car ces sujets ne peuvent pas développer un processus associatif. Donc le processus associatif, c'est quand on est seul avec son psy et qu'on commence à élaborer, à avoir le cheminement de la pensée qui se poursuit. Or, d'où le travail thérapeutique qui repose sur la capacité de mobiliser des processus associatifs. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser le groupe. Donc, dans le champ des interventions et accompagnements d'équipe, le travail des psychosociologues, donc la question du groupe et de la groupalité est essentielle puisqu'ils vont travailler essentiellement avec des groupes, d'où le rôle du psychosociologue. Enfin, il est apparu que le groupe est également un lieu de formation tout à fait remarquable. Donc pour toutes ces raisons cliniques, il paraît nécessaire d'étudier la question des groupes. Donc ça c'était pour les raisons cliniques, donc pour permettre d'engendrer, de faire émerger des processus qu'on n'aurait pas en individuel. Et pour les raisons pratiques, depuis environ une vingtaine d'années, depuis le développement d'Internet notamment, notre cadre culturel est de plus en plus, notre métacadre culturel s'est transformé. Donc le métacadre, c'est selon KS le soutien du cadre. Ces transformations du métacadre ont des effets profonds sur le fonctionnement psychique de chacun et des répercussions sur la vie des groupes et des institutions. Donc quelques éléments qui permettent de saisir ce qu'il en est de la nature de ces transformations. Donc déjà on a une sortie de l'hétéronomie. Donc ce concept provient de Cornelius Castoriadis. Donc c'est le contraire de l'hétéronomie, c'est l'autonomie. Donc c'est l'inverse, on n'est plus autonome. La sortie, ou plutôt on est plus autonome, pardon. C'est-à-dire que la sortie de l'hétéronomie, c'est donc que les sujets contemporains se revendiquent complètement autonomes, rejetant et refusant toute dette et toute précédence. Cette idée de se faire tout seul, sans devoir rien à qui que ce soit, ni à l'autre, ni à ceux qui nous ont précédés. Donc il y a une certaine conquête de l'émancipation, c'est une manière de s'extraire d'un certain nombre d'aliénations, une conquête de liberté personnelle. Mais évidemment, cela a un prix qu'on ne mesure pas toujours, c'est-à-dire que quand on veut sortir de cette hétéronomie, donc veut devenir autonome, il y a les risques d'isolement, d'insécurité et aussi la fatigue d'être soi, selon Alain Ehrenberg. Et du coup, Internet favorise cette illusion d'autonomie, c'est-à-dire on demande un renseignement à une machine plutôt qu'une personne, donc on a l'impression qu'on est autonome. On passe donc d'une dépendance subjective à une dépendance à la technique. Et du coup, on devient dépendant non plus aux individus, mais à la machine. Et donc dans cette culture, il existe une idéologie de l'autonomie on tente de rejeter la dépendance subjective. Donc la question du lien se pose avec de plus en plus de force, car le lien devient de plus en plus fragile et le désengagement fait modèle. Donc le fait de se désengager, c'est le modèle. Et donc le lien est plus facilement révocable. Du coup, tout ça, ça entraîne une illusion de liberté, mais surtout une construction d'une dépendance aux choses. Donc ça, c'est l'une des transformations qu'on a pu voir, c'est la sortie de l'hétéronomie. La deuxième transformation qu'on peut observer, elle a été étudiée notamment par l'auteur allemand Rosa, qui est un sociologue, auteur de l'ouvrage L'accélération. Et du coup, il s'agit d'une étude approfondie du changement qui s'opère dans notre rapport au temps. Donc la deuxième modification est liée au temps. Il s'opère une transformation du rapport subjectif à la temporalité qui est considérable et se pose la question: comment va-t-on pouvoir ralentir alors que le cadre culturel nous pousse à accélérer sans cesse davantage? Cette accélération a des effets subjectifs sur chacun de nous, mais aussi sur le rapport que l'on a avec les autres. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de temps pour l'autre. Cela vient à modifier profondément notre rapport à l'absence et à la présence. C'est-à-dire on se rend absent au présent et on se rend présent aux absents. Donc par exemple, quand on est avec des amis et qu'on va utiliser son téléphone, en fait, on est absent face aux gens qui sont en face de nous, mais on est présent face aux gens qui sont en ligne, donc aux gens qui sont absents physiquement. Du coup, ça vient toucher ça aussi par rapport à la notion du temps. Et du coup, il y a une difficulté à penser l'autre dans ce monde de l'autonomie. Parce qu'on se dit, on ne doit pas être lié aux autres, on doit s'en détacher. Et du coup, une autre transformation vient du rapport à la transmission. Donc le modèle qui a prévalu pendant des millénaires, c'est celui d'une transmission qui a lieu de génération en génération.
Le travail psychique s'accomplissant entre les générations étant pour la génération précédente une fonction de légataire, c'est-à-dire que léguer à la génération suivante ce que l'on sait, ce que l'on possède, et le travail de cette génération suivante étant de s'approprier ce qui lui a été légué. Donc comme dirait Freud, ce qui t'a été légué, tu devras te l'approprier. Et le processus de transmission suppose donc un travail psychique pour les deux générations, car tout ne peut pas être légué, tout ne peut pas être approprié dans ce modèle. Et donc du coup, avec l'accélération et le primat de l'autonomie et l'avènement de la culture technoscientifique, il s'opère progressivement une perte de légitimité de ce modèle de transmission, ce qui pose de graves difficultés au sein des familles, mais aussi des activités professionnelles. Donc par exemple, le discours du médecin va être disqualifié par le recours à Internet. Par exemple, quand un professeur va faire cours, l'élève va aller chercher sur Internet et se rendre compte qu'il ne dit pas forcément des choses correctes. Donc il y a cette idée de transformation qui est de transmission qui est liée justement à cette transformation. Et donc du coup, ce qui va compter aujourd'hui, c'est ce qui est actuel. Ce qui vient du passé, de la précédence, est en perte de légitimité. Donc face à ce nouveau rapport à la transmission, s'opère un mouvement défensif par la montée de la nostalgie mélancolique. Donc quand on dit « c'était mieux avant ». Il y a donc comme une radicalisation dans le rapport au temps. Donc le fait de dire c'était mieux avant, c'est aussi un mécanisme de défense, un moyen de se protéger par rapport à ce qui se passe. Donc il faut aussi savoir que la sortie de l'hétéronomie, donc le fait d'être de plus en plus autonome, c'est accompagné fort heureusement d'une sortie d'un modèle éducatif disciplinaire. C'est-à-dire qu'auparavant prévalait l'idée selon laquelle éduquer les enfants, mais aussi gérer les ensembles sociaux, transitait par le recours à la discipline. La modernité avancée a constitué un moment dans lequel on est sorti de ce modèle. Cette sortie s'est effectuée aussi dans le monde professionnel. Se pose alors donc la question comment coopérer, comment conduire des projets partagés lorsqu'on ne peut plus s'appuyer sur un système autoritaire et disciplinaire. C'est-à-dire comment organiser les groupes autrement que dans le laisser-faire et la perversion qu'elle induit, et autrement que dans l'autorité. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus le patron qui va donner des ordres à ses employés, mais il y a cette notion de faire coopérer les individus entre eux, du coup sans qu'il y ait trop de laisser-faire et sans qu'il y ait trop de régime autoritaire. Donc l'approche psychanalytique du groupe et les dispositifs de groupe permettent de mieux comprendre, d'élucider et parfois de traiter les différentes problématiques et questions traitées ci-dessus. Donc en fait, l'approche psychanalytique des groupes, elle permet de traiter à la fois la sortie de l'hétéronomie, à la fois la transformation due au rapport au temps, et enfin la transformation due à la transmission. Donc le fait que les individus deviennent de plus en plus autonomes, le fait qu'on vive dans un monde de plus en plus accéléré, et le fait que la transmission intergénérationnelle n'est plus aussi légitime qu'auparavant. Donc le terme, donc on va juste faire une petite parenthèse sur le terme pléonexie. Donc c'est l'étymologie du grec ancien pléonexia, donc excès composé de pléon, plus, davantage, et ekain, avoir. Donc le terme pléonexie désigne le désir de posséder toujours plus, d'avoir plus que les autres en toute chose, de prendre plus que ce qui nous revient, ou inversement, moins de cette chose si elle est néfaste ou si elle présente un désagrément. Donc ce terme a été employé en particulier par le sociologue français Marcel Mauss dans son ouvrage Essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux. Étude de la morphologie sociale. Donc la pléonexie de l'homme moderne casse le cycle de l'échange dans les sociétés traditionnelles, donner, recevoir et rendre, en le remplaçant simplement par prendre. Donc dans les sociétés contemporaines, la pléonexie correspond au désir démesuré de posséder et d'accumuler des biens matériels ou de l'argent sans prendre en considération les conséquences de cette avidité sur les autres, sur l'environnement ou sur la société en général. Et du coup, c'est un sujet qui est assez actuel avec, par exemple, les riches qui vont continuer de s'enrichir sans penser. On peut parler du coup de pléonexie à ce moment-là, vu que c'est le désir de posséder toujours plus. Et donc, le philosophe Danny Robert Dufour lui a consacré un livre, donc Pléonexie, vouloir posséder toujours plus. Pour aborder sous un nouvel angle la critique, donc ce livre permet d'aborder sous un nouvel angle la critique du capitalisme moderne et l'hyperconcentration des richesses. Il met en évidence les risques de conflits internes, de guerres, de menaces environnementales, de déséquilibres psychiques ou symboliques pour les individus ou les groupes sociaux. Donc le pléonex, c'est celui qui est atteint de pléonexie, qui veut plus que sa part. Donc, ensuite,
nous arrivons aux défenses contre l'approche des petits groupes. Et du coup dans cette partie c'était d'abord... donc je vais faire une autre vidéo pour parler des défenses.